Bonjour à tous. Bonjour à tous, pardon. Chers amis de Philopop, j'ai pris donc la résolution de reprendre le commentaire des 3 derniers chapitres du Prince de Machiavel, les chapitres 24 à 26, étant donné les conditions dans lesquelles nous avions été placés en avril du fait du confinement. Alors, ce commentaire permettra de clôturer notre lecture du Prince. Et ici, je suivrai la traduction de Jean-Louis Fournel et de Jean-Pierre Zancarini dans la collection Presse universitaire de France, qui est certainement une des meilleures traductions. Et ici, donc, en lisant ces 3 derniers chapitres attentivement, eh bien, on mesure combien le Prince est un ouvrage au fond de circonstances, enraciné dans l'actualité la plus brûlante. On a déjà pu se rendre compte que Machiavel ne rédige pas le Prince à la manière d'un philosophe qui réfléchirait de manière générale sur la chose politique. Il n'écrit pas comme Aristote. Machiavel est d'abord un homme d'État. C'est un homme d'État qui a été déchu de ses fonctions lorsque les Médicis ont repris le pouvoir, donc en 1513, à Florence, et ont mis fin à la République. En 1512, je pense plutôt. Sa préoccupation essentielle est le sort de Florence, et au-delà de Florence, celui de toute l'Italie, qui se trouve donc en 1513 la proie de ceux qu'il appelle les barbares, c'est-à-dire de ces grandes puissances que sont notamment les monarchies françaises et espagnoles. Celles-ci ont envahi l'Italie et imposent leur domination, à la faveur d'ailleurs des divisions qui opposent les cités italiennes. Alors le grand malheur d'Italie, qui est de loin à cette époque le pays le plus riche et le plus développé d'Europe, c'est, comme on l'a vu, sa faiblesse politique. L'Italie est divisée en une vingtaine d'États, dont les plus importants ne cessent de s'opposer et font ainsi le jeu des grandes puissances. Et parmi ces États, il y a, je le rappelle, les républiques de Venise et de Florence, le duché de Milan, les États pontificaux dont le siège est à Rome, et le royaume de Naples. Alors cette faiblesse politique est aggravée en outre, comme on l'a vu également, par la faiblesse militaire de ces États qui ont pris l'habitude de s'en remettre exclusivement à des armées de mercenaires. Armées de mercenaires qui sont à la fois extrêmement coûteuses et peu efficaces. Donc c'est à l'actualité italienne que revient Machiavel au chapitre 24, cette actualité qui ne cesse de le tourmenter. C'est elle qui constitue l'essentiel de ses préoccupations. Et, comme on le verra, dans le dernier chapitre, le chapitre 26, eh bien, son ouvrage se terminera par une exhortation adressée au prince Laurent de Médicis à prendre l'Italie et à la libérer des barbares. Donc, ce que souhaite plus que tout Machiavel, c'est l'unification de l'Italie, sous la houlette d'un grand chef d'État, d'un grand prince, capable de réaliser son unité, capable de chasser les barbares hors des frontières. Car c'est le seul moyen de lui assurer son indépendance et de restaurer une grandeur comparable à celle qui caractérisa autrefois la Rome antique. Mais avant de commencer notre lecture, voyons comment s'enchaînent les 3 derniers chapitres du Prince. D'abord, Machiavel s'interroge sur les raisons pour lesquelles les princes d'Italie ont perdu leurs États. Chapitre 25. Son diagnostic est ici très sévère. Les princes italiens ont échoué essentiellement en raison de leur lâcheté, en raison de leur inertie. Mais au lieu de voir les choses en face, il préfère accuser la fortune, accuser le sort. Il préfère se plaindre. Ils ne veulent pas assumer en fait leurs responsabilités. Ça, c'est le chapitre 24.
Le chapitre 25 s'ouvre sur une objection. Qui sait après tout si les princes italiens n'ont pas raison? N'est-ce pas en effet la fortune qui s'est acharnée contre l'Italie et a entraîné tous ces malheurs? Donc le chapitre 25 doit examiner le rôle de la fortune dans le déroulement des événements. Quel est son statut? Est-elle une divinité toute-puissante à laquelle on ne peut pas s'opposer, contre laquelle on ne peut rien faire, qu'on ne peut que subir? Pour savoir s'il est possible à un prince de sauver l'Italie et de la libérer des barbares, il faut d'abord se demander, bien sûr, de manière générale, si l'homme dispose vraiment d'un pouvoir d'initiative dans l'histoire. Le chapitre 25 constitue ainsi un détour, le détour nécessaire d'une réflexion générale sur l'histoire, et plus précisément sur les rapports existants entre la fortune et la liberté humaine. Enfin, troisième et dernière étape, le chapitre 26, après avoir compris que l'homme dispose d'un pouvoir d'initiative, avoir montré en quel sens, après avoir montré que ce pouvoir n'est pas illusoire, que l'action politique peut vraiment transformer les situations, eh bien on peut revenir au cas particulier d'Italie. Puisqu'on sait maintenant, comme l'aura montré le chapitre 25, qu'un prince peut agir efficacement, il ne s'agit plus maintenant d'analyser, il ne s'agit plus d'examiner, d'argumenter. Il s'agit d'exhorter le prince Laurent de Médicis, à qui Machiavel a dédicacé son ouvrage, à devenir ce prince qui libérera l'Italie des barbares. Ce sera l'objet du chapitre 26. Donc abordons maintenant le chapitre 24. Le titre de ce chapitre, c'est, je cite, « Pourquoi les princes d'Italie perdirent leurs États ». Alors au début de ce chapitre, Machiavel revient sur la distinction qu'il avait établie au début de l'ouvrage, plus exactement au chapitre 1 et 2, entre les princes héréditaires et les princes nouveaux. On se souvient que Machiavel distinguait les régimes politiques, ici particulièrement les principats, qui sont gouvernés par un seul homme, en fonction de leur mode d'acquisition. Le prince héréditaire est celui qui a reçu le pouvoir par la naissance. Ses ancêtres le possédaient déjà. Ce pouvoir lui a été transmis par filiation. C'est pourquoi on dit qu'il est héréditaire. À l'inverse, le prince nouveau est celui qui a dû conquérir le pouvoir, et on sait que c'est à l'examen de son action que Machiavel consacre l'essentiel de ses analyses dans Le Prince. Alors, comme le prince héréditaire a reçu son pouvoir et n'a pas eu à le conquérir, il n'a pas dû user de la violence. Donc il n'a pas de difficulté à exercer son pouvoir et à le maintenir. C'est du moins ce que Machiavel expliquait au chapitre 2, dont je résume ici brièvement l'argumentation. Pourquoi l'art de gouverner est-il simple dans le cas du prince héréditaire? Qu'est-ce que dit le chapitre 2? Eh bien, parce qu'il dispose de la force et de la durée de la tradition, qui est la source de son autorité, et assure la stabilité de son État. Ainsi, le prince héréditaire n'a que deux préceptes assez faciles à suivre. Le premier, il ne doit rien faire qui puisse heurter la tradition. Le deuxième, il doit, comme dit Machiavel, temporiser avec les événements, c'est-à-dire éviter de prendre des décisions précipitées, laisser le temps agir. Et au chapitre 2, Machiavel expliquait que s'il arrivait par malheur à un prince héréditaire d'être chassé de son pouvoir par une puissance étrangère ou par un usurpateur, il pouvait compter sur l'autorité de la coutume pour le reprendre dès le moindre revers subi par cette puissance étrangère ou cet usurpateur. Il
pouvait espérer d'être appelé à reprendre le pouvoir par son peuple. Or, si on lit bien maintenant le début du chapitre 24, on voit que Machiavel remet en cause les arguments qui avaient été avancés au chapitre 2 pour montrer la solidité du pouvoir des princes héréditaires. Alors, n'en concluons pas qu'il se contredit. Comprenons plutôt qu'au chapitre 2, il exposait les arguments qui sont ordinairement avancés par l'opinion en faveur de la solidité, au fond, du pouvoir des princes héréditaires. On a déjà eu l'occasion de voir que tout au long de son œuvre, d'ailleurs, Machiavel n'hésite pas à revenir sur un certain nombre d'affirmations. Et pour bien saisir sa pensée, il faut la suivre dans son mouvement. Il faut éviter une lecture de survol. Il faut comprendre sa progression. Et d'ailleurs, on peut le dire de manière générale de toutes les grandes œuvres. On ne peut pas se contenter d'une lecture de survol. On ne peut pas se contenter de résumer les choses en disant Machiavel nous a dit que, Machiavel nous dit que, comme j'entends parfois certains commentateurs assez légers sur ce point-là. Alors que lit-on en ce début du chapitre 24 ? Je lis ce qu'écrit Machiavel. Les choses sudites, si elles sont observées prudemment, font paraître ancien un prince nouveau et le rendent aussitôt plus sûr et plus ferme dans son état que s'il y était de toute antiquité. En effet, un prince nouveau est beaucoup plus observé dans ses actions qu'un prince héréditaire, et quand elles sont reconnues pour vertueuses, elles touchent beaucoup plus les hommes et les obligent beaucoup plus que l'antiquité du sang. Fin de citation. Donc, ce qui fait l'autorité d'un prince, ce n'est pas, comme on l'avait dit au chapitre 2, son ancienneté, pour reprendre l'expression de Machiavel, l'antiquité du sang, son enracinement héréditaire. Ce qui fait vraiment l'autorité d'un prince, c'est l'ordre qu'il aura su imposer et par lequel il fera reconnaître ses actions comme des actions vertueuses, comme l'ont expliqué largement les chapitres 15 à 19 du Prince. Le problème, le vrai problème, ici donc, n'est pas de savoir si un prince est ancien ou nouveau. Cette distinction n'a pas grand intérêt s'il s'avère qu'un prince nouveau, est capable d'être reconnu comme vertueux par ses sujets, et donc d'être reconnu comme légitime. Pour y parvenir, ce prince doit tenir compte des règles qui ont été dégagées par Machiavel dans les précédents chapitres, notamment au chapitre 18, si on se souvient bien. Ces règles ne sont pas des règles morales, ce sont des règles d'efficacité que le prince doit observer s'il veut conserver son pouvoir, s'il veut maintenir son état. Et comme l'expliquait le fameux chapitre 18, un prince nouveau doit savoir à la fois, je cite, user de la bête et de l'homme, c'est-à-dire s'imposer à la fois par la force et par les lois. Et lorsqu'il fait usage de la bête, il doit savoir se montrer à la fois renard et lion, c'est-à-dire recourir à la fois à la ruse et à la force. Ainsi, le prince doit être assez rusé pour paraître avoir les vertus morales que le peuple attend d'un prince, sans nécessairement les avoir, pour jouir ainsi d'une bonne réputation morale auprès de ses sujets. Et en même temps, parce que Machiavel c'est le philosophe du « en même temps », il doit être capable d'agir contre la morale et de ne pas, par exemple, respecter sa parole, de recourir à la violence si les circonstances l'exigent, si cela est nécessaire. Un prince qui tiendrait toujours parole en toutes circonstances serait, certes, moralement, un homme vertueux.
mais il risquerait de commettre une faute politique. Car pour garder le pouvoir, il peut être nécessaire de ne pas tenir parole. Dans le chapitre 24, Machiavel ne critique pas seulement l'opinion selon laquelle le prince héréditaire jouirait d'une plus forte légitimité et d'un pouvoir plus stable que le prince nouveau, il renverse cette opinion. Il montre au contraire que le prince nouveau peut apparaître plus légitime que le prince héréditaire, et cela pour deux raisons. La première, parce qu'étant observé par les hommes dans ses actions bien plus qu'un prince héréditaire, pour peu que ses actions soient reconnues pour vertueuses, eh bien il gagnera un soutien et une reconnaissance bien plus solide que ceux que procure au prince héréditaire l'ancienneté d'une dynastie. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, je cite Machiavel, les hommes sont beaucoup plus saisis par les choses présentes que par les passées. C'est-à-dire qu'ils préfèrent les bienfaits du présent aux souvenirs du passé. Alors ce renversement de l'opinion reçue, en fait, conduit ainsi Machiavel à opposer, je cite, la gloire redoublée du prince nouveau, qui, après avoir fondé un État nouveau, après avoir obtenu la gloire, en fait, de fonder un État nouveau, parvient à le consolider, je cite, par de bonnes lois, de bonnes armes et de bons exemples. Donc il oppose la gloire redoublée donc, du prince nouveau à la honte redoublée du prince ancien, qui non seulement souffre de la honte de perdre son état alors qu'il est né prince, mais qui en outre souffre de celle de l'avoir perdu par son peu de prudence, comme l'écrit Machiavel. Je lis ici son texte. Et ainsi sa gloire, il veut ici parler de la gloire du prince nouveau, et ainsi sa gloire redoublera, car il a été l'origine d'un principat, il a fondé un principat, et l'a orné et renforcé par de bonnes lois, de bonnes armes et de bons exemples, de même que redoublera la honte de celui qui étant né prince, l'a perdu par son peu de prudence. Fin de citation, évidemment, ici, Machiavel parle du prince héréditaire qui perd son état. Or, c'est bien ce qui est arrivé aux divers princes d'Italie qui, à l'époque de Machiavel et des guerres d'Italie, ont perdu leurs états. Et Machiavel cite ici le cas du roi de Naples et du duc de Milan. Pourquoi ont-ils perdu leurs états ? Parce qu'ils ont manqué de prudence. Parce que, comme le dit Machiavel, ils n'ont pas renforcé leur état par de bonnes lois, de bonnes armes et de bons exemples. Et Machiavel, ici, rappelle brièvement les fautes politiques qu'ils ont commises. La première, ils n'ont pas constitué une armée qui leur soit propre. Ils s'en sont remis à des troupes mercenaires. La deuxième, certains de ces princes se sont attirés la haine de leur peuple. La troisième, quand ils ont eu leur peuple pour amis, ils n'ont pas su se protéger contre les grands. Voilà les trois fautes politiques qui ont conduit certains princes à perdre leurs états. Comme l'écrit ici Machiavel, sans ces défauts, sans ces fautes, on ne perd pas les états qui ont assez de nerfs pour pouvoir tenir une armée en campagne. Donc, le désarroi présent de l'Italie vient corroborer les thèses avancées par Machiavel dans Le Prince. Alors, à l'exemple des princes d'Italie, de ces princes héréditaires qui ont perdu leurs états, Machiavel oppose celui de Philippe de Macédoine. Ici, l'exemple est emprunté à l'Antiquité. Alors, Philippe de Macédoine fut assez habile pour conserver son royaume, alors qu'il était attaqué par des puissances plus importantes, les Romains et les Grecs. Alors, comment expliquer sa réussite ?
je cite Machiavel, c'était un homme de guerre et il savait se concilier le peuple et s'assurer des grands. Donc il avait fait tout ce qu'il fallait faire. Ainsi, il put soutenir un effort de guerre prolongé contre les Romains et les Grecs, et il put conserver son royaume. Alors, au lieu de reconnaître leurs erreurs, que font les princes italiens ? Ils préfèrent accuser la fortune. Et Machiavel dénonce ici leur attitude à la fin du chapitre 24. Que nos princes, qui possédaient leur principat depuis maintes années, n'accusent donc pas, s'ils l'ont perdu ensuite, la fortune, mais leur paresse. Point de citation. Ces princes se sont reposés sur l'habitude du temps de paix. Ils n'ont jamais pensé, comme dit Machiavel, que les temps puissent changer. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour, une tempête pourrait se lever. Aussi, quand elle a fait irruption, ici je cite Machiavel, quand ensuite vinrent les temps contraires, ils pensèrent à s'enfuir et non à se défendre. Ils espérèrent que les peuples, lassés de l'insolence des vainqueurs, les rappelleraient. Fin de citation. Ainsi donc, habitués au confort de la paix, incapables d'anticiper le danger, ces princes découvrent brusquement qu'ils sont en temps de guerre. Et c'est ce qui s'est passé avec les guerres d'Italie. Et comme ils n'ont rien préparé, ils préfèrent fuir. Ils préfèrent fuir aussi leurs responsabilités et invoquer la fortune comme cause de leur échec. Alors ils s'enfuient de leur territoire et ils espèrent être rappelés par leur peuple. Quelle leçon tirer de cette attitude ? Je pense que le plus important, c'est de comprendre ici la confiance illusoire qui était ici celle de ces princes. La confiance illusoire dans la stabilité d'un pouvoir fondé sur une longue tradition. Cette confiance leur a masqué, en vérité, les difficultés auxquelles peut être exposé le pouvoir politique. Ils ont oublié de cette façon que la politique est par essence exposée à l'incertitude et à la violence. Et en ne tenant pas compte de la tempête dans ce que Machiavel appelle la bonasse, cette espèce de temps calme, où on se laisse aller à ses habitudes de façon nonchalante. En ne tenant pas compte de la tempête dans la bonasse, on se laissant endormir par la torpeur du temps de paix, ils ne se préparent pas à la tempête. Ils perdent alors leur pouvoir dès que cette tempête surgit. Ils s'imaginent alors que leur peuple les rappellera un jour de leur exil, quand il sera lassé de l'insolence des vainqueurs. Or, rien n'est moins sûr, car comme le précise Machiavel, s'adressant ici aux princes, soit cela n'advient pas, soit si cela advient, tu n'es pas plus en sécurité, parce que cette défense a été vile et ne dépend pas de toi. Fin de citation. À supposer en effet que le prince chassé de son pouvoir soit un jour rappelé par son peuple, il paraîtra faible, dépendant. Son pouvoir sera considérablement fragilisé. Et comme Machiavel a déjà eu l'occasion de le dire, et comme il le relie ici, plus un prince dépend pour conserver son pouvoir d'une aide extérieure, plus il est vulnérable. La force et la solidité de son pouvoir dépendent au contraire de son autonomie, de la capacité du prince de conserver le pouvoir par lui-même, de ce que Machiavel appelle sa vertu. Ici, bien sûr, le mot n'a pas de sens moral. La vertu, c'est la force. C'est ce que l'on peut traduire de manière... c'est le mot italien de virtus, qu'on peut traduire de manière un peu approximative, ici, par le talent qui est celui du prince, son excellence, son génie propre. Voilà pour le chapitre 24. Alors, nous abordons maintenant le chapitre 25. Alors, celui-ci poursuit le développement du chapitre 24
puisque à peine Machiavel a-t-il commencé d'examiner le cas particulier de l'Italie, au chapitre 24, qu'il revient, dans le chapitre 25, à une question d'ordre général. Il s'agit en effet de lever une objection qui hypothèque lourdement l'action future d'un prince qui voudrait libérer l'Italie. Cette objection est la suivante. Et si c'était la fortune qui s'acharnait contre l'Italie? Ne faut-il pas en effet quelque chose comme une malédiction divine, comme un sort funeste, pour expliquer tant d'échecs et de souffrances? Je lis le début du chapitre 25. Je n'ignore pas que beaucoup ont été et sont d'opinion que les choses du monde sont gouvernées de telle façon, par la fortune et par Dieu, que les hommes, avec leur prudence, ne peuvent les corriger, ni d'ailleurs y trouver aucun remède. Et c'est pourquoi ils pourraient estimer qu'il n'y a pas à se donner du mal dans les choses, mais à se laisser gouverner par le sort. Fin de citation. À quoi bon, en effet, lutter si c'est la fortune qui, telle une divinité toute-puissante, commande aux événements? Les désastres qui s'abattent sur l'Italie en ce début du XVIe siècle, les invasions étrangères, l'asservissement des États italiens, toutes ces épreuves exigent, en tout cas, qu'on réfléchisse de manière générale sur l'histoire humaine, dans ce qu'elle a de plus universel. Pour s'assurer qu'un prince soit capable de libérer l'Italie et ne soit pas inéluctablement condamné à l'échec, il faut donc penser d'abord, dans sa généralité, le rapport entre la fortune et la liberté humaine. Alors que faut-il entendre par la fortune? Si on lit le début de ce chapitre, on voit que Dieu et la fortune sont associés. L'opinion qui règne en effet est, je cite, que les choses du monde sont gouvernées par la fortune et par Dieu. Ce rapprochement exprime en tout cas l'idée qu'il existe une sorte de divinité toute-puissante, qu'on peut appeler la fortune, qui serait à l'origine de toutes les choses qui se produisent dans le monde et rendrait vaine toute initiative humaine. La fortune équivaudrait en ce sens au destin. Les grands événements qui bouleversent l'humanité seraient l'œuvre de la fortune, ils se produiraient quoi que fassent les hommes. Je cite, la prudence. La prudence ici, c'est le sens ancien du terme, c'est la sagesse. La prudence des hommes ne pourrait ni les corriger, ni y trouver remède. Ainsi, ordinairement, c'est une opinion, on parle de la fortune comme d'une puissance supérieure contre laquelle on ne peut rien. Alors Machiavel reconnaît s'être parfois laissé aller lui-même à cette opinion, avoir cédé à ce qu'on peut appeler, au fond, une thèse fataliste. Mais il lui paraît possible de revenir sur cette thèse en faisant l'hypothèse du libre arbitre humain. Je cite Machiavel. En y pensant moi-même quelquefois, j'ai sur quelques points été enclin à partager leur opinion, c'est-à-dire cette opinion fataliste. Néanmoins, pour que notre libre arbitre ne soit pas éteint, j'estime qu'il peut être vrai que la fortune soit l'arbitre de la moitié de nos actions, mais qu'en même temps, elle nous en laisse gouverner l'autre moitié, ou à peu près. Si on examine ce passage, on voit que Machiavel ne réfute pas véritablement la thèse fataliste, il lui oppose seulement une conviction. La conviction qu'il existe bien un libre arbitre humain, et il ne peut faire mieux que de présenter cette conviction comme une hypothèse.
J'estime qu'il peut être vrai que la fortune soit l'arbitre de la moitié de nos actions, mais qu'en même temps, elle nous en laisse gouverner l'autre moitié. Ainsi, tout en considérant que la fortune gouverne la moitié de nos actions, il affirme sous la forme donc d'une hypothèse que l'homme reste maître de l'autre moitié. Et selon cette hypothèse, l'existence de la fortune n'annule pas, par conséquent, la liberté humaine. Alors ici, pourquoi parler du libre arbitre? Non pas pour se livrer à des spéculations métaphysiques. Machiavel ne prétend pas être un philosophe, même si bien sûr sa réflexion nourrit la philosophie. Non pas donc pour se livrer à des spéculations métaphysiques, mais simplement parce que le libre arbitre est la condition sans laquelle il ne peut pas y avoir vraiment d'action humaine. Sans libre arbitre, la politique ne peut avoir aucun sens. Sans libre arbitre, les hommes ne seraient que des pantins, entièrement livrés à la fortune. Mais en quel sens notre libre arbitre peut-il gouverner, comme dit Machiavel, la moitié de nos actions? De quelle manière envisager cette moitié? Qu'est-ce que cela peut signifier? Est-ce que ça signifie qu'on doit distinguer des actions qui pour moitié dépendraient seulement de la fortune, de celles qui, pour une autre moitié, dépendraient seulement du libre arbitre humain? Est-ce que Machiavel envisage ici deux sortes d'actions, les unes commandées par la fortune, les autres par le libre arbitre? Un tel partage paraît bien sûr absurde. Et pour comprendre ce que veut dire ici Machiavel, il faut se rappeler ce qu'il avait expliqué des rapports entre la fortune et la vertu au chapitre 6. Il montrait comment ces notions s'opposent et se complètent à la fois, en examinant les actions des grands princes fondateurs que furent Moïse, Thésée, Cyrus et Romulus. Et selon cette analyse, la fortune désignait la matière des événements qui se succèdent de manière aléatoire et imprévisible. Et sous cet aspect, la fortune n'était en rien une divinité toute-puissante, elle désignait seulement l'imprévisible enchaînement des événements. Elle fournissait, je reprends le terme, la matière dans laquelle le prince introduit une forme qui lui paraît bonne par son action. Et on voit ici que Machiavel reprend le couple de notions qui est celui d'Aristote, qui distingue la matière de la forme. Donc la fortune était ainsi comme le matériau que le prince façonne par son action politique en lui donnant forme, à la manière dont un artisan peut produire un objet, un meuble par exemple, en transformant ce matériau qu'est le bois. Voilà l'analyse de Machiavel dans le chapitre 6. Alors cette analyse permet de comprendre de quelle manière donc il conçoit au chapitre 25 chacune des deux moitiés qui constituent une action. Dans une même action, une moitié relève de la fortune ne désignant alors que le devenir brut des événements, et puis l'autre moitié relève du libre arbitre humain et de sa détermination, dont l'expression la plus haute est la vertu du prince. Il y a donc ainsi ce qui advient sans que nous en ayons décidé, et puis il y a ce que nous en faisons. Sans doute, nous ne pouvons pas faire advenir les événements que nous souhaiterions voir se produire, mais ce n'est pas pour autant que nous sommes condamnés seulement à les subir, sans rien pouvoir faire. Pour expliquer en quel sens l'homme n'est pas complètement impuissant face à la fortune, Machiavel utilise une métaphore. Il la compare à un fleuve furieux, comme c'est le cas d'un fleuve en crue. Les hommes ne peuvent pas empêcher qu'un fleuve soit en crue. Ils ne peuvent pas supprimer son existence.
c'est la fortune. Toutefois, ils peuvent construire des remparts et des digues quand les temps sont calmes, comme le dit Machiavel, pour prévenir, diminuer, voire éviter les effets catastrophiques du déchaînement de ce fleuve. Aujourd'hui, on comparerait sans doute la fortune à une pandémie, comme celle du coronavirus. Alors, bien sûr, on ne peut pas empêcher que cette pandémie se produise, mais on peut au moins en réduire les effets en prenant par avance toutes les précautions nécessaires. Des masques, des tests, des pistages, en nombre suffisant, etc. Et sans ces précautions, évidemment, on risque de subir fortement la pandémie. Bon, on peut utiliser aussi une autre métaphore. Bon, mais je reviens à celle de Machiavel. La comparaison que fait Machiavel entre la fortune et le fleuve en crue nous éloigne de l'image de la fortune qui est celle de l'opinion fataliste, qui est évoquée au début du chapitre. Parce que ici, loin d'apparaître comme une divinité toute puissante qui impose sa volonté quoi que fassent les hommes pour s'en protéger, la fortune apparaît ici seulement, à travers la métaphore du fleuve en crue, elle apparaît seulement comme l'imprévisible déchaînement des forces naturelles. Les hommes ne peuvent pas dominer ces forces, c'est vrai, mais ils peuvent en prévenir et en dévier les effets. Ils peuvent construire des remparts et des digues pour régler le cours du fleuve et prévenir les dangers d'une crue excessive. Et ce n'est que parce que les hommes n'ont rien prévu, n'ont rien construit par avance pour éviter les effets dévastateurs du fleuve en crue, qu'ils s'avèrent vraiment dévastateurs. Et qu'ils n'ont plus alors d'autre choix que de s'enfuir quand la catastrophe survient. Comme l'écrit Machiavel, je cite, « Il en va semblablement de la fortune, qui montre sa puissance là où il n'est pas de vertu ordonnée pour lui résister, et elle tourne ses assauts là où elle sait qu'on n'a fait ni digue ni rempart pour la contenir. » Fin de citation. Alors, à première lecture, on pourrait croire que Machiavel se représente la fortune de manière anthropomorphique. C'est vrai qu'il la personnifie d'une certaine façon. Et elle tourne ses assauts là où elle sait qu'on n'a fait ni digue ni rempart pour la contenir. Donc on pourrait penser qu'il y a là une forme d'anthropomorphisme naïf de la part de Machiavel. Il n'en est rien, bien sûr, puisqu'il s'agit tout de même d'une métaphore. Quand il dit « elle sait », elle ne sait rien, bien sûr. Donc on ne peut pas, bien sûr, prendre ce propos au pied de la lettre, puisqu'il ne faut pas oublier son usage métaphorique. La fortune est comme un fleuve en crue, qui lui-même peut être décrit comme un fleuve en colère, un fleuve furieux. Et il n'y a bien sûr ici aucune intention, ni du fleuve d'ailleurs, ni de la fortune. Comme le fleuve en crue, la fortune n'est en réalité qu'un déchaînement aveugle de force qu'aucune volonté ne guide. Là, je tiens bien sûr à le préciser. Mieux encore, la fortune n'est jamais, au bout du compte, que le résultat de l'imprévoyance des hommes et de leur inertie, si on dit bien. Elle n'existe vraiment que du fait de leur passivité. Il est au pouvoir des hommes de songer à construire des remparts et des digues quand les temps sont calmes. Il n'y a aucune fatalité à ce que le fleuve en crue dévaste tout sur son passage et condamne les hommes ou à s'enfuir ou à périr. Il n'y a aucune fatalité à ce que se produise une catastrophe, à ce que la fortune produise un désastre. Donc, comme on le voit, toute l'argumentation de Machiavel consiste à réduire l'idée d'une fortune comme divinité toute puissante, qui est, au fond, la thèse de l'opinion fataliste. On peut dès lors appliquer ce qui vient d'être dit à la réalité contemporaine de l'Italie. Je cite Machiavel. « Et si vous considérez l'Italie, qui est le siège de ces variations, c'est-à-dire de ces changements, et celle qui leur a donné le branle,
vous verrez que c'est une campagne sans digue et sans aucun rempart, car si elle était remparée de la vertu convenable, comme le sont l'Allemagne, l'Espagne et la France, ou bien cette inondation n'aurait pas provoqué les grandes variations qu'elle a provoquées, ou bien elle n'y serait pas venue. Fin de citation. Alors évidemment, ici, l'image de l'inondation figure la réalité de l'invasion de l'Italie par les troupes des puissances étrangères. Alors, est-ce qu'on peut ici imputer cette catastrophe à un sort particulièrement défavorable? Est-ce que l'Italie est victime de la fortune? Aucunement. Aucunement. D'une part, parce que, comme l'indique Machiavel, c'est elle qui a donné le branle des variations, c'est-à-dire c'est elle, finalement, qui a provoqué les changements. Ce sont des cités italiennes qui ont fait venir les puissances étrangères en Italie. Et d'autre part, parce qu'elle ne s'est en rien prémunie contre leur assaut. Elle n'a construit aucune digue, aucun rempart qui puisse en protéger. C'est-à-dire, elle n'a absolument pas formé une armée, elle n'a rien fait. Elle n'a pas construit d'édifice pour éviter ici cette invasion. Alors, à l'exemple de l'incurie et de l'imprévoyance des princes italiens, on peut opposer celui des princes allemands, espagnols, français, qui ont fait ce qu'il fallait pour éviter que leur territoire soit envahi par des forces étrangères. Alors, à ce stade de l'analyse, mesurons bien le renversement opéré par Machiavel. Au début du chapitre 25, comme je le disais, la fortune était présentée comme une puissance mystérieuse qui échappe aux hommes et commande à leur destin. La métaphore du fleuve en crue, nous incite maintenant à comprendre, au contraire, qu'elle n'est rien de tel et qu'elle n'existe que du fait de l'inertie, de la passivité des hommes, dont ils sont totalement responsables. En réalité, plus ils agissent par eux-mêmes, plus leur savoir et leur technique s'étendent, plus ils se reposent sur leurs propres forces, et moins on parlera de fortune. Il faut ici citer à nouveau ce passage très important que j'ai lu tout à l'heure. Il en va semblablement de la fortune qui montre sa puissance là où il n'est pas de vertu ordonnée pour lui résister, et elle tourne ses assauts là où elle sait qu'on n'a fait ni digue ni rempart pour la contenir. Fin de citation. Donc en réalité, la puissance de la fortune n'est jamais que le corrélat de notre inactivité, de notre absence de résistance. Et son savoir, entre guillemets, n'est jamais que le corrélat de notre imprévoyance. Le déchaînement catastrophique de la fortune n'a lieu que lorsque les hommes n'ont préparé aucune résistance. Aussi, lorsque les hommes accusent la fortune des malheurs qui s'abattent sur eux, ils se dissimulent en fait sa véritable cause, qui est leur propre inactivité. Ce que montre Machiavel dans ce chapitre 25, il en a donné déjà une illustration par l'exemple de César Borgia, dans les chapitres 6 et 7. Je reviens sur cet exemple. César Borgia, qui est une figure très importante dans Le Prince. César Borgia, rappelons-nous, devait au départ son pouvoir à la fortune, c'est-à-dire au fond à des circonstances extérieures, qui par définition ne dépendaient pas de lui. Il avait acquis son pouvoir grâce à l'aide de son père, le pape Alexandre VI, et il fut aidé dans sa conquête de la Romagne par la puissance française, Louis XII, et puis quelques grandes familles romaines comme les Orsini et les Colonna. Tant qu'il fut ainsi dépendant, César Borgia était faible et exposé à l'échec. Il devint un grand prince quand il prit la résolution de se rendre indépendant des armes et de la volonté d'autrui,
quand il décida de réduire ainsi la place de la fortune. Toutefois, comme on l'a vu, il ne s'en libéra jamais complètement, puisque jusqu'au bout, il demeura dépendant tout de même de son père Alexandre. Ainsi, il fut pris au dépourvu. Lorsque son père fut frappé d'une maladie mortelle, il n'avait pas préparé sa succession, il n'avait pas pris ses dispositions pour faire nommer un pape qui lui serait favorable. Donc l'exemple de Borgia confirme ici de bout en bout que la fortune est surtout le produit de l'imprévoyance. Son rôle est réduit lorsqu'on a fait tout ce qu'il fallait pour l'éviter. Alors si nous nous en tenions seulement au premier paragraphe du chapitre 25, nous pourrions ainsi conclure que la fortune n'est jamais au fond que l'envers de notre imprévoyance, de l'imprévoyance des hommes. La suite du chapitre nous invite toutefois à l'envisager sous une autre perspective, où cette fois, les changements, ce que Machiavel appelle les variations, dont sont victimes les hommes, ne sont pas les conséquences de leur imprévoyance, mais sont bien des changements inscrits dans la réalité auxquels il est vain de s'opposer. Voyons les choses de plus près. Ce que Machiavel vient de dire n'est valable que si, comme il l'indique, on se borne à des considérations générales sur la résistance qu'on peut opposer à la fortune. Mais si l'on en vient, si l'on vient davantage au détail, je cite Machiavel, si l'on vient davantage au détail, c'est-à-dire si on examine de plus près des cas particuliers, le tableau change et il devient alors assez étrange. Je cite Machiavel. Mais pour en venir davantage au détail, je dis que l'on doit aujourd'hui je reprends. Je dis que l'on voit aujourd'hui tel prince être heureux et demain aller à sa ruine, sans avoir vu changer en lui sa nature ou l'une quelconque de ses qualités. Fin de citation. De manière plus générale, même au-delà de la question des princes, il est étonnant, en effet, que les hommes parviennent au même but, par exemple à la gloire et aux richesses. Donc il est étonnant qu'ils parviennent au même but par des moyens différents. L'un, comme dit Machiavel, l'un procède avec circonspection, l'autre avec impétuosité, par exemple. Et il est tout aussi étonnant qu'en utilisant les mêmes moyens, en faisant preuve des mêmes qualités, l'un échoue là où l'autre réussit. Quelle explication donner à ce qui apparaît ici à première vue inintelligible? Voilà l'explication suggérée par Machiavel. Je crois aussi qu'est heureux celui dont la façon de procéder rencontre la qualité des temps, et que semblablement est malheureux celui dont les procédés ne s'accordent pas avec les temps. Alors ici, l'expression importante, c'est celle de qualité des temps. Et d'ailleurs, plus loin, il reprend la même formule quand, après avoir fait la liste de toutes les bizarreries qu'offre l'observation des cas particuliers, il explique à nouveau que cette bizarrerie, je cite, ne naît de rien d'autre hormis de la qualité des temps qui se conforment ou non avec leurs procédés. Alors, cette phrase est très importante. Que veut dire Machiavel? Ici, il insiste donc, comme je dis, sur le fait que les circonstances, la qualité des temps, ne sont jamais les mêmes. Le contexte historique d'une action est toujours singulier. Et il est extrêmement variable. Il est extrêmement variable. Et c'est cette variabilité, au fond, qui constitue essentiellement la fortune. C'est bien cette variabilité, ce sont bien ces variations qui, pour l'essentiel, sont la fortune. Et sous cet aspect, elle n'est pas prévisible. Les changements qu'elle produit ne peuvent pas faire l'objet d'une préparation.
élaborés par avance. Ce sont des changements auxquels il faut s'adapter en sachant modifier sa manière d'agir. Or, c'est justement ce que les hommes ne savent pas faire, ou en tout cas ont beaucoup de mal à faire. Je cite Machiavel. Si, pour quelqu'un qui se gouverne avec circonspection et patience, les temps et les choses tournent de façon que son gouvernement soit bon, il va être heureux. Mais si les temps et les choses changent, il va à sa ruine, parce qu'il ne change pas sa manière de procéder. Et on ne trouve pas d'homme si prudent qu'il sache s'accommoder à cela, tant parce qu'il ne peut dévier de ce à quoi la nature l'incline, qu'en même temps parce qu'ayant toujours prospéré en suivant un chemin, il ne peut se persuader qu'il soit bon de s'en éloigner. Et c'est pourquoi l'homme circonspect, quand il est temps d'en venir à l'impétuosité, ne sait pas le faire. Aussi va-t-il à sa ruine, car si l'on changeait de nature avec les temps et avec les choses, on ne changerait pas de fortune. Fin de citation. Donc les hommes pensent naïvement qu'en persévérant coûte que coûte dans une attitude qui a réussi une fois, ils vont réussir toutes les autres fois. Et procédant ainsi toujours de la même manière, ils échouent. Or, les temps changent, les circonstances varient, et par conséquent, certains comportements qui ont rencontré une fois une heureuse fortune dans certaines situations peuvent s'avérer contre-productifs dans d'autres situations. En nous en tenant à la première partie du chapitre 25, nous pouvions penser qu'on pouvait vaincre la fortune en prévoyant et en canalisant le cours. Bref, en lui imposant d'une certaine façon notre volonté. Or, il faut ici admettre maintenant que c'est l'idée inverse qui s'impose. Il faudrait que le prince soit capable de se changer lui-même, de se faire assez souple pour s'adapter aux variations de l'histoire. Il faudrait qu'il acquiert une mobilité, une flexibilité telle qu'il soit toujours en accord avec les événements du monde, avec ce que Machiavel appelle la qualité des temps. Comme le dit Machiavel, et je reprends encore sa formule, si l'on changeait de nature avec les temps et avec les choses, on ne changerait pas de fortune. La fortune, donc, se manifeste ici comme le cours imprévisible des événements qu'on ne peut pas soumettre à notre volonté et qui se retourne contre nous et nous est défavorable quand notre conduite est rigide et que nous nous avérons incapables de changer notre manière de faire. Ainsi, de cette manière, circonspection, impétuosité, violence, patience, toutes ces manières d'être, souvent contradictoires, peuvent trouver leur emploi judicieux, mais c'est selon les circonstances, selon la qualité des temps. Aucune de ces manières d'être et de faire n'est à proscrire définitivement, ni d'ailleurs à prescrire exclusivement. En fait, toutes les fois que les hommes se figent dans une attitude, dans une manière de procéder, ils renoncent alors à s'emparer de cette moitié des actions qui relèvent de leur libre arbitre. Et souvent, les hommes se livrent à la fortune, dépendent de la fortune, parce que, comme l'explique Machiavel, ils sont incapables, je cite, de dévier de ce vers quoi la nature les incline, c'est-à-dire de leur caractère, au fond, qui les fige dans les mêmes attitudes. Pour s'adapter aux variations de la fortune, il faudrait au contraire que les hommes soient suffisamment libres pour s'en arracher et pour adopter d'autres attitudes. Alors, si nous faisons le point de notre lecture, Machiavel
nous présente dans ce chapitre 25 deux visages de la fortune. Selon qu'on se borne à des considérations générales sur la résistance qu'on peut lui opposer, et la fortune ici est appréhendée à travers la métaphore du fleuve en crue, ou selon qu'on observe dans le détail des cas particuliers, et sous cet aspect, la fortune apparaît foncièrement variable et imprévisible. Alors, la question se pose, ces deux visages de la fortune s'opposent-ils? Les deux perspectives adoptées successivement par Machiavel sur la fortune se contredisent-elles? C'est la question, effectivement, qu'on peut se poser. Alors, certes, on ne peut pas réduire la fortune à l'envers de l'imprévoyance des hommes, comme on le disait, comme l'image du fleuve en crue nous conduisait d'abord à le penser. Car dans le détail, si on observe de près les cas particuliers, on voit que la fortune est tellement variable qu'il est impossible de la circonscrire, d'en prévenir vraiment les effets. Et la fortune apparaît avant tout comme quelque chose de foncièrement imprévisible, de quelque chose d'irréductible à une maîtrise rationnelle. On ne peut pas dire pour autant que l'examen de détail contredise les considérations générales qui ont été au départ énoncées sur la fortune. En allant de l'un à l'autre, il y a plutôt un travail d'approfondissement de la part de Machiavel. La deuxième perspective ne contredit pas la première, elle la complète, elle l'affine. Et d'ailleurs, dans les deux perspectives abordées, la fortune n'est jamais appréhendée comme une puissance mystérieuse qui gouverne le monde et trace le destin des individus à leur insu. Dans les deux perspectives, ce qui est mis en cause, c'est le manque de vigilance des hommes, qui, au lieu d'exercer leur libre arbitre, laissent jouer la fortune et en deviennent ainsi la victime. Dans les deux perspectives, s'ils sont victimes de la fortune, ils le doivent à eux-mêmes. Dans le premier cas, parce qu'ils ne prévoient rien, parce qu'ils ne se prémunissent pas contre les effets prévisibles de la fortune, quand il y en a, qui risquent d'être dévastateurs, alors qu'ils pourraient s'en prémunir. Et dans le deuxième cas, parce qu'ils ne font preuve d'aucune vigilance quant à l'opportunité de leur mode d'action. Le plus souvent, ils foncent tête baissée, en reprenant les mêmes recettes qui ont marché une fois. Ils ne font pas l'effort de s'adapter aux changements, aux variations qui procèdent du mouvement imprévisible de la fortune, et s'en remettant à une manière de procéder fixée une fois pour toutes, en restant figés dans leur tendance naturelle qui les pousse à procéder ainsi, ils laissent en fait la fortune entièrement décider du sort de leurs actions. Dans cette deuxième perspective, comme dans la première, les hommes ne font pas usage de la moitié de l'action qui dépend d'eux. Ils n'exercent pas leur libre arbitre, ils se placent entièrement sous la dépendance de la fortune. Alors, il arrive certes parfois, il peut arriver qu'un prince réussisse son entreprise, alors qu'il reste figé dans la même attitude, alors qu'il reste prisonnier du même trait de caractère. Et c'est ce que montre Machiavel dans l'avant-dernier paragraphe du chapitre 25, avec l'exemple de Jules II, du pape Jules II. Pourquoi Jules II réussit-il? Non pas en raison de son impétuosité, qui est le trait dominant de son caractère, et le pousse à agir précipitamment, mais seulement parce que sa manière de procéder se trouve conforme au temps et aux choses, comme le précise Machiavel. Au fond, on peut dire que si la politique de Jules II réussit, il ne le doit pas vraiment à lui-même, mais au hasard. Je cite Machiavel. Jules, avec son mouvement impétueux, mena donc à bien ce que jamais un autre pape, avec toute la prudence humaine,
n'eût mené à bien. En effet, s'il attendait pour quitter Rome que les accords soient arrêtés et toutes les choses en bon ordre, comme tout autre pape aurait fait, jamais il n'y arrivait, car ils auraient fait naître en lui 1000 peurs. La brièveté de la vie ne lui a pas laissé faire l'épreuve du contraire. En effet, si des temps étaient venus où il eût été besoin de procéder avec circonspection, sa ruine s'ensuivait, et il n'aurait jamais dévié des façons auxquelles, par nature, il était enclin. » Fin de citation. Si donc Jules II n'a pas connu d'échec, c'est en définitive à cause de la brièveté de sa vie. Face à d'autres circonstances, face à des temps différents, son impétuosité l'aurait mené au désastre. Et Jules II était incapable, comme le montre Machiavel, il était incapable de dévier de son inclination naturelle, il était incapable de s'en arracher pour s'adapter à des temps nouveaux. Et d'ailleurs, on peut le dire de manière générale, rares sont les hommes qui soient capables de s'arracher à leur trait de caractère dominant, de s'élever au fond à la vertu, qui est une forme d'indépendance à l'égard de ses propres penchants. La vertu au sens de Machiavel. Alors la conclusion de cette analyse est simple. Aucune politique n'est infaillible. Aucune politique n'est à l'abri des variations de la fortune. La prudence et la circonspection peuvent se révéler ruineuses, alors que l'impétuosité, comme le montre l'exemple de Jules II, peut conduire au succès. Donc le succès d'une action politique dépend, en définitive, d'un accord toujours précaire entre les traits de caractère d'un prince, sa manière d'agir, et puis le sort toujours incertain. Et comme aucune qualité, comme aucun trait de caractère ne peuvent être désignés a priori comme celle et celui qui assurerait infailliblement le succès de l'action politique, ni circonspection, ni prudence, ni impétuosité, et bien Machiavel termine son chapitre par un paragraphe qui peut aujourd'hui nous paraître extrêmement choquant. Je le lis d'abord, je le commente ensuite. Moi, j'estime quand même qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect, car la fortune est femme, et il est nécessaire, si l'on veut la culbuter, de la battre et de la frapper. Et l'on voit qu'elle se laisse vaincre par ces hommes-là, plutôt que par ceux qui procèdent avec froideur. Et c'est pourquoi, toujours comme c'est une femme, elle est l'amie des jeunes gens parce qu'ils sont moins circonspects, plus fougueux et mettent plus d'audace à la commander. Évidemment, nous jugeons de tels propos inacceptables. Est-ce qu'il faut brûler Machiavel pour autant? Je ne le pense pas. Alors, Machiavel recourt ici aux propos machistes les plus convenus, les plus grossiers. La fortune est comparée à une femme, et évidemment, gros cliché, les femmes préfèrent les hommes virils qui n'hésitent pas à les violenter. Alors, mesurons d'abord bien que ces propos, qui nous paraissent aujourd'hui choquants, ne le sont pas à son époque. Ils sont même assez banals. Ils sont assez banals. Mais sur le fond, venons-en au fond. Que veut montrer Machiavel? Il veut souligner qu'à défaut d'une connaissance de ce que les temps commandent, il vaut mieux se montrer, tant qu'à faire, impétueux plutôt que circonspect. Il vaut mieux agir avec la fortune comme un jeune homme impétueux qui fait preuve d'audace avec une femme. Il vaut mieux prendre des initiatives et provoquer l'occasion. Alors, évidemment, ce que dit Machiavel s'applique à la situation présente de l'Italie. En ces temps de guerre où l'Italie se trouve envahie par les troupes étrangères, il vaut mieux, selon lui, une réaction vive et violente, celle d'un chef de guerre déterminé à combattre, plutôt que la circonspection d'un prince
qu'il préfère temporiser, comme c'est trop souvent le cas des princes italiens à son époque. C'est ce dont il se plaint surtout ici. Entre la temporisation, pour ne pas dire l'attentisme, et l'impétuosité, Machiavel donne ici sa préférence à la seconde. Nous sommes donc à la fin de notre ouvrage, Le Prince, et à la fin du chapitre 25, nous sommes revenus à l'actualité de l'Italie. Et maintenant que nous savons qu'un prince peut agir sans dépendre de la fortune, il faut trouver le prince qui délivrera l'Italie des barbares. Et au chapitre 26, donc le dernier chapitre, Machiavel exhorte Laurent de Médicis à prendre en charge cette tâche historique. Alors, ici, je serai plus bref sur ce chapitre. J'en dirai ce que je pense être l'essentiel. Ce chapitre est vraiment déconcertant. Pas seulement en ce que Machiavel y abandonne le ton de l'analyse, qui était jusqu'ici le sien, pour celui de l'exhortation, mais aussi en ce qu'il fait de Laurent de Médicis le prince qui sera chargé de délivrer l'Italie des barbares. On a eu l'occasion déjà de voir ce que Machiavel pensait de la médiocrité des princes italiens héréditaires. Machiavel ne croit donc certainement pas aux capacités de Laurent de Médicis, auquel il a dédicacé son ouvrage. Et chose qui paraît incroyable, Machiavel affirme dans le dernier chapitre que les Médicis sont par leur vertu héréditaire et par leur fortune favorisés par Dieu et par l'Église. C'est bien ce qu'il écrit. Je lis le passage concerné. On ne voit pas là, présentement, en qui l'Italie pourrait plus d'espoir que dans votre illustre maison, laquelle, avec sa fortune et sa vertu, favorisée qu'elle est par Dieu et par l'Église, dont le prince en est désormais issu, pourrait prendre la tête de cette rédemption. Alors, le lecteur qui a bien suivi Machiavel jusqu'au chapitre 25 n'en croit pas ses yeux. Machiavel lui a suffisamment fait comprendre ce qu'il fallait penser de la croyance en la fortune, quand celle-ci est considérée comme l'équivalent de la providence divine. Il a eu aussi déjà l'occasion de montrer tout le bien qu'il pense réellement des papes. On a donc vraiment l'impression que Machiavel se moque du monde. Le lecteur n'est pas vraiment incité, en tout cas, s'il a bien lu tout ce qui y avait été écrit avant, il n'est pas incité à vraiment prendre au sérieux les déclarations enflammées qu'il tient au chapitre 26. On ne peut pas s'empêcher de voir ce chapitre comme un chef-d'œuvre d'ironie. Toutefois, on peut marquer une hésitation. On se dit qu'il ne faut pas aller trop vite. Quand on examine le parallèle précis qu'établit Machiavel entre la tâche qui incombe au prince qui délivrera l'Italie et puis celle des princes fondateurs que furent Moïse, le fondateur d'Israël, Cyrus, le fondateur de l'Empire des Perses, Thésée, le fondateur d'Athènes, tous ces illustres princes fondateurs dont l'action avait été évoquée au chapitre 6. Machiavel reprend ici donc ce qu'il avait expliqué dans ce chapitre. Et je rappelle qu'il a fallu à ses fondateurs la matière qui leur donna occasion, je cite une expression de Machiavel, la matière qui leur donna occasion de manifester leur vertu et d'y introduire une forme nouvelle, c'est-à-dire de bâtir un État
qui permettent à leur peuple de jouir d'une existence indépendante et sûre. Il fallut ainsi que le peuple d'Israël fût esclave en Égypte pour que Moïse intervint et fonda l'État hébreu. Il fallut que les Perses fussent écrasés par les Mèdes pour que Cyrus intervint et leur donna un empire. Eh bien, je cite maintenant Machiavel, de même, écrit-il, de même, présentement, si l'on voulait connaître la vertu d'un esprit italien, il était nécessaire que l'Italie fût réduite dans les termes où elle est présentement, et qu'elle fût plus esclave que les Juifs, plus asservie que les Perses, plus dispersée que les Athéniens, sans chef, sans ordre, battue, dépouillée, lacérée, parcourue en tous sens, et qu'elle eût subi toutes les sortes de ruines. Fin de citation. Telle est donc présentement la situation de l'Italie. Telle est l'occasion, terme typiquement machiavélien, telle est l'occasion qui requiert aujourd'hui l'intervention d'un prince nouveau, d'un prince italien, la vertu d'un esprit italien, dit Machiavel, capable de prendre l'Italie et de la libérer des barbares. Ainsi est énoncée au début du chapitre 26 la tâche qui incombe à ce prince, par comparaison à ce que fut la tâche qu'accomplirent ces illustres devanciers qu'étaient Moïse, Cyrus et Thésée, chacun pour leur peuple. Alors Machiavel est ici très sérieux quand il décrit la situation tragique de l'Italie et formule la tâche qui incombe au prince qui devra la libérer. Toutefois, la comparaison avec Moïse, Cyrus et Thésée ne rend que plus sensible le silence de Machiavel sur les difficultés qui accompagnent la création d'institutions nouvelles, la fondation d'un État nouveau. Pour mesurer l'étrangeté du chapitre 26, là encore, il faut avoir en mémoire ce que montrait Machiavel au chapitre 6. Que montrait-il ? Il montrait que le prince fondateur ne doit compter sur personne pour accomplir sa tâche, qu'il doit surtout s'en remettre à sa propre vertu, sa propre virtu, son génie propre. Or, que dit Machiavel au chapitre 26 ? Il proclame qu'il ne sera pas difficile au prince qui voudra libérer l'Italie de réussir dans son entreprise, car il peut compter sur l'adhésion des peuples italiens. Je cite Machiavel. On voit l'Italie toute prête et disposée à suivre une bannière dès qu'il y aurait quelqu'un pour la prendre. Plus loin, il ne sera pas difficile de prendre la tête de la rédemption de l'Italie si vous vous rappelez, il s'adresse au prince, Laurent, si vous vous rappelez les actions et la vie de ceux qui sont nommés plus haut, c'est-à-dire Moïse, Cyrus et Thésée, et bien que ces hommes soient rares et admirables, néanmoins ce furent des hommes, et chacun d'entre eux eut une occasion moindre que la présente. En effet, leur entreprise ne fut pas plus juste que celle-ci, ni plus facile, et Dieu ne fut pas davantage leur ami que le vôtre. Alors certes, Machiavel dit que la tâche sera peut-être plus difficile pour le prince italien, parce que, au fond, la situation est plus difficile, mais tout de même, si on lit bien Machiavel, il suffit de prendre exemple sur ces illustres fondateurs pour être assuré du succès. Je lis, ici, tout est très bien disposé. Et là où tout est bien disposé, il ne peut y avoir de grandes difficultés. Dès lors que cette maison choisira certains des ordres de ces hommes que j'ai proposés pour point de mire, c'est-à-dire pour modèle. Il suffit donc de prendre pour point de mire, pour modèle, Moïse, Cyrus et Thésée. Et au fond, si on imite leurs exemples, on est sûr de réussir. Et si encore une fois on lit la suite du texte, eh bien il va dans le même sens. Tout se passe désormais
comme s'il suffisait au prince italien pour réussir son entreprise de former une armée qui lui soit propre, évidemment, il ne faut pas de mercenaires, et de se persuader que les Suisses, les Espagnols, les Français ne sont pas invincibles. Alors on notera enfin le ton emphatique de Machiavel dans ce chapitre. Il invoque 6 fois le nom de Dieu dans ce chapitre, alors que Dieu est absent dans tous les chapitres précédents. Il ne me semble pas, ou peut-être seulement une fois, que Machiavel ait prononcé le terme de Dieu, le nom de Dieu, dans les chapitres précédents. Ainsi, dans le chapitre 26, c'est Dieu qui étend sa protection sur les Médicis, c'est Dieu qui intervient aussi par des miracles, comme celui de la mer Rouge, célèbre épisode de l'Exode dans la Bible, grâce auquel les Hébreux peuvent échapper aux Égyptiens. Je cite Machiavel. Outre cela, ici l'on voit des choses extraordinaires, sans exemple, conduites par Dieu. La mer s'est ouverte, une nuée vous a montré le chemin, la pierre a versé l'eau, ici la manne est tombée en pluie, toute chose a concouru pour votre grandeur, le reste, vous devez le faire, vous. Dieu ne veut pas faire toute chose pour ne pas nous ôter notre libre arbitre, ni une partie de cette gloire qui nous revient à nous. Alors évidemment, on en a vraiment l'impression que Machiavel en fait beaucoup. Il est en tout cas bien difficile de lire tous ces passages au premier degré. On ne peut pas s'empêcher d'y voir une certaine ironie. Lui qui se moquait des prophètes désarmés, qui s'imagine pouvoir se contenter de prières pour mobiliser les foules et exercer le pouvoir, le voilà qui se met à prêcher au chapitre 26 et à prophétiser comme un Savonarole, ce fameux homme d'État italien qui était au fond un moine, je crois, et qui pensait pouvoir effectivement exercer son pouvoir uniquement grâce à des prêches, et qui fut renversé, et dont la mort fut tragique, puisqu'il fut exécuté sur la place publique. Comment donc interpréter cet étrange chapitre ? Est-ce qu'on doit conclure qu'il n'est qu'un morceau d'ironie ? Cela paraît impossible, tant le projet de libérer l'Italie des barbares tient à cœur à Machiavel. Alors on est condamné ici à faire des hypothèses. Il y en a une qui me semble plausible. Si Machiavel passe ainsi brutalement du registre de l'analyse, qui était celui des chapitres précédents, à celui du lyrisme prophétique, est-ce que ce n'est pas pour rappeler les limites de l'analyse rationnelle ? Sans doute s'agit-il pour lui de rappeler que la politique, et la politique, c'est une affaire qui met en rapport le prince avec ses sujets. Est-ce que ce n'est pas pour rappeler que la politique est un domaine où précisément ne prime pas l'analyse rationnelle ? C'est un domaine qui s'exerce surtout dans l'imaginaire. Peut-être s'agit-il de rappeler ici que c'est sur le mode du mythe, dans le registre des images, qu'un prince qui voudra libérer l'Italie s'adressera à ces sujets pour les mobiliser. Alors que fait donc Machiavel dans ce dernier chapitre ? Peut-être, sans doute, prête-t-il sa voix au futur prince qui délivrera l'Italie en mimant l'éloquence qu'il devra mettre en œuvre pour s'adresser à ces sujets et agir sur leur passion, quitte évidemment à utiliser des images qui peuvent effectivement faire bondir. Peut-être Machiavel rappelle-t-il ici que la politique ne se fait pas sur la base d'analyse rationnelle, mais se déploie surtout dans le registre de l'imaginaire, qui est le seul à même de pouvoir assurer son efficacité. J'arrêterai ici notre lecture. J'indique
que pour vraiment bien comprendre un grand texte, il faut ne pas hésiter à le relire plusieurs fois, il faut ne pas se contenter de quelques extraits, il faut essayer de voir sa progression d'ensemble. Et c'est malheureusement ce que l'on ne fait pas assez aujourd'hui. On ne peut pas apprécier la force et la grandeur de ce texte sans le lire dans son entièreté. Merci de votre attention.